Alors, bon, la proposition qui nous a été faite, si je l'ai bien comprise, c'est de réfléchir sur les conditions qui sont nécessaires pour maintenir un minimum de solidarité dans la société. C'est-à-dire que les citoyens restent unis par des relations d'interdépendance ou de réciprocité, de sorte qu'ils soient en mesure justement de continuer à faire société avec leurs semblables, alors qu'aujourd'hui, cette unité est remise en question par un accroissement des inégalités, une injustice croissante dans la distribution de la richesse sociale, qui fait que, pour le dire très schématiquement, apparemment, les riches deviennent de plus en plus riches, tandis que les pauvres ont tendance à devenir plus pauvres. Et apparemment, c'est donc la question de l'égalité ou des inégalités qui se pose. Mais je voudrais proposer quelques précisions par rapport à cette question. Bon, nous sommes dans une société différenciée, c'est-à-dire stratifiée, diversifiée et même hiérarchisée. C'est-à-dire que dans une telle société, l'égalité ne peut pas être une stricte égalité des conditions sociales, au sens où tous les individus seraient identiques et interchangeables. D'ailleurs, il y a eu dans la modernité au moins une tentative pour imposer une telle égalité. Bon, c'est l'expérience du bolchevisme qui s'est incarnée dans les pays dits du socialisme réel. Et bon, je crois qu'elle a été assez catastrophique pour que l'on ne souhaite pas la reproduire. Mais alors, si on veut être un peu cohérent, il faut oser dire que l'égalité absolue représenterait en somme une régression historique et un pouvoir totalitaire pour supprimer de force la différenciation constitutive d'une société moderne. D'où ce paradoxe, certaines inégalités sont compatibles et sont peut-être même nécessaires pour réaliser la structure d'une société moderne. Alors, je vais essayer de justifier rapidement ce paradoxe et en même temps de préciser la quantité d'inégalités, si j'ose dire, qui est compatible avec une structure démocratique d'une société. Alors, j'espère que vous comprendrez que je ne fais pas un plaidoyer pour les inégalités, ce qui serait un petit peu obscène au moment où certaines inégalités prennent des formes scandaleuses. Mais justement, bon, il ne suffit pas de proclamer l'égalité, il faut essayer un peu de définir les conditions nécessaires pour qu'elle puisse avoir une existence concrète. Or, je crois que nous assistons donc non seulement à un creusement des inégalités, mais ce creusement des inégalités entraîne le développement de facteurs de fragmentation sociale qui fait qu'un nombre croissant de gens sont non seulement inégaux, mais comme rejetés de la société, ne faisant plus partie de la même société. Et par exemple, Bernard Arnault, la première fortune de France, qui d'ailleurs sollicite, je crois, la nationalité belge, au fond, ne fait pas partie de la même société que, par exemple, un allocataire qui survit avec 300 ou 400 euros par mois, avec les minima sociaux. Et je crois que c'est en ces termes qu'il faut poser aujourd'hui la question des inégalités. Non pas, même si ça choque un peu, comment nous pourrions tous être strictement égaux, mais quelles sont les conditions nécessaires que nous devons défendre et promouvoir pour que tous les membres de notre société puissent continuer à faire partie d'un même ensemble, entretiennent des relations
d'échanges réciproques, bon, ce qui est une autre manière de dire qu'ils sont solidaires entre eux. Hein. Et je crois que cette question avait été résolue d'une manière relativement satisfaisante dans ce qu'on a appelé la société salariale, c'est-à-dire à la fin du capitalisme industriel, dans les années 1960, début des années 70, en France et d'ailleurs dans les principaux pays d'Europe occidentale et la Belgique, qui était arrivé à ce qu'on pourrait appeler une sorte de gestion régulée des inégalités. Parce que, bon, cette période, comme vous le savez, avait été caractérisée par un développement économique et un progrès social considérable, c'est-à-dire que la condition de presque tout le monde s'était améliorée, mais la distance entre les différentes catégories sociales avait très peu changé. Hein, c'est un peu l'image de l'escalador, de l'escalier mécanique qu'il faudrait employer. Tout le monde s'élève, mais la distance entre les marches ne se modifie pas beaucoup. Donc, très peu de redistribution, hein, mais de très forte protection. C'est-à-dire que tous ces membres de cette société, par exemple, l'ouvrier spécialisé comme le cadre, jouissent des mêmes droits. Hein, droit du travail, protection sociale, droit à la retraite, etc. Et au fond, on pourrait dire que cette structure réalisait un continuum différencié de positions. Je m'excuse si cette formule paraît peut-être un petit peu sophistiquée, mais elle me paraît exacte. Continuum différencié parce que il y a de la différence, de la disparité. Les conditions sociales ne sont pas identiques, mais continuum quand même, parce que tous les membres de cette société sont reliés donc entre eux par ces droits communs qui réalisent cette forme de solidarité entre les membres du corps social, qui correspond d'ailleurs à ce que Durkheim appelait la solidarité organique. Or, je crois qu'il faut constater que ça n'est plus la situation actuelle, parce que nous sommes rentrés dans un nouveau régime du capitalisme, plus sauvage, qui impose une concurrence exacerbée sous l'hégémonie croissante du capital financier international, etc. Et au fond, d'ailleurs, je pense que le centre de gravité de ce cataclysme, ça a été la dégradation des rapports de travail, le chômage de masse, le développement de la précarité, qui a fait qu'un nombre croissant de gens ne tirent plus de leur travail des ressources, des protections suffisantes pour assurer justement un minimum d'indépendance économique et sociale. Mais je crois qu'il faut dire que, au-delà des évaluations quantitatives en termes de riches et de pauvres, il y a une transformation plus fondamentale qui s'opère au niveau de la structure sociale elle-même. Et c'est justement la remise en question de ce continuum différencié de positions que j'ai évoqué, qui est, me semble-t-il, ou qui était la structure sociale d'une démocratie moderne. Non seulement les riches sont devenus plus riches, et au fond on pourrait dire tant mieux pour eux, mais ils sont ailleurs, hein, c'est sur, comme je disais, sur une autre planète sociale, et il n'y a rien de commun entre la condition d'un PDG d'une entreprise du CAC 40, d'un trader ou d'un patron d'une grande banque, ou d'ailleurs d'une star ou du showbiz ou d'un footballeur international, et rien à quelqu'un qui survit au jour la journée, comme on commence à dire de plus en plus, soit dans des conditions de travail précaires, soit avec l'aide sociale. Et je crois donc que ça n'est pas seulement une question de revenus, bien que la question de revenus ne soit pas négligeable, mais c'est aussi fondamentalement une différence de conditions. C'est-à-dire que
les pauvres ne sont pas seulement des personnes comme ça, privées de ressources, bon, c'est évident, mais ils sont stigmatisés. Hein, ils sont accusés d'être des misérables assistés, en plus, qui vivent aux dépens de la France qui se lève tôt, comme disait notre ancien président de la République. Hein. C'est-à-dire, donc, ils sont en deçà de la solidarité et condamnés, rejetés, au fond, en dehors du pacte social et considérés comme des parasites. Et il me semble que c'est là un problème assez central à affronter. Bon, non seulement lutter contre les inégalités, mais lutter contre cette segmentation sociale. Alors, bon, il faudrait poser la question, mais nous n'avons pas grand temps, poser la question de ce qui serait possible de faire pour tenter de remédier à ces situations. Hein. Évidemment, pas la prétention de proposer des recettes et de surcroît, le temps me manque pour être un peu explicite, mais je voudrais signaler deux points, enfin que je donne à discuter d'ailleurs, mais qui me paraissent mériter de retenir l'attention. La première, c'est une proposition qui est d'ailleurs apparue depuis quelque temps dans différents courants de la gauche, qui serait d'instaurer un revenu maximal, hein, c'est-à-dire un plafond de rétribution à ne pas dépasser, hein, pour mettre fin à ces inégalités scandaleuses dans le traitement dont bénéficient les hyper privilégiés. Et c'est certainement, me semble-t-il, en tout cas, un type de mesure qui mériterait d'être défendue en tant qu'elle pourrait au moins limiter cette sorte de sortie vers le haut de la société. Encore que sa mise en œuvre soit plus que problématique, bon, compte tenu du rapport de force politique, mais il me semble qu'elle mériterait d'être inscrite dans un programme résolu de réformisme de gauche. Et je remarque d'ailleurs que les évaluations qui ont été proposées pour un tel plafond sont de l'ordre de, par exemple, 20 ou 30 fois le salaire minimum pour un cadre supérieur, par exemple, et que personne, je crois, même dans les milieux les plus gauchistes d'ailleurs, n'a proposé l'alignement complet, hein, d'un salaire de PDG sur celui d'un ouvrier spécialisé. Ce qui montre qu'au moins implicitement, tout le monde est sans doute à peu près d'accord sur le fait qu'une certaine quantité d'inégalités n'est pas scandaleuse en soi. Bon, en tout cas, je donne tout cela évidemment à discuter, mais il y a un autre type de mesure, au moins aussi importante et nécessaire, pour contrer, au fond, cette fois, cette sortie vers le bas de la société salariale, et donc qui concerne ce nombre croissant de gens qui décrochent ou qui n'arrivent pas à s'inscrire dans les circuits qui peuvent leur procurer des ressources, des protections, bon, principalement en raison de la dégradation de l'organisation du travail, le chômage, la précarité, la galère pour les jeunes, etc. Et l'idée serait d'assurer à tout le monde un socle minimal de ressources qui permettent leur inscription dans la société. Et d'ailleurs, il y a une première version de cette idée du type de ce qu'on appelle un revenu d'existence ou de citoyenneté ou une allocation universelle. Et alors, je m'excuse de le dire avec une certaine brutalité parce que le temps me manque et au risque de heurter des adeptes de cette formule qui doivent être présents dans cette salle, ne serait-ce que parce que je crois que d'ailleurs cette idée de l'allocation universelle, elle est née à Bruxelles, il y a déjà un beau temps, et bien il me semble que c'est une réponse à récuser complètement, parce que ça ne serait jamais qu'un médiocre revenu de subsistance qui ne pourrait pas assurer la dignité d'un citoyen et qui, de surcroît, risquerait d'aggraver la dégradation
du marché du travail qui n'a pas besoin de ça pour se dégrader. Mais bien entendu, je dis ça très vite et on pourra en discuter, mais à cette formule, et pour terminer, j'opposerai une exigence alternative qui serait de construire ce que l'on pourrait appeler une sécurité sociale minimale garantie. Un peu comme on parle pour le travail d'un salaire minimal garanti, c'est-à-dire un socle minimal de droits, comme le droit à la santé, évidemment, un véritable droit au logement, parce qu'on ne peut pas faire partie de la société si on ne dispose pas d'un espace un peu décent pour vivre, un droit au secours entendu comme un droit d'être pris en charge dans différentes circonstances de la vie dans lesquelles, bon, provisoirement ou définitivement, un individu ne peut assurer lui-même son existence, comme par exemple le chômage, mais aussi par exemple la dépendance due au grand âge, qui va devenir un problème, je pense, de plus en plus important avec l'élévation de la durée de la vie, et d'ailleurs ceci associé sans doute à un véritable droit à la formation permanente ou à l'éducation permanente, parce qu'il serait et qui sera, je crois, de plus en plus essentiel pour assurer les changements, les transitions permanentes qui sont devenues le régime commun dans notre société, de plus en plus individualisée et mobile. Alors, bon, je ne prétends pas du tout faire un inventaire exhaustif de ces droits, mais de toute façon, il serait en nombre très limité, parce qu'il ne s'agit pas de défendre une sorte de conception inflationniste de la protection sociale, mais essayer de définir ce socle de base nécessaire justement pour faire société avec ses semblables, donc pour appartenir à ce même ensemble de citoyens interdépendants qui est, je crois, la structure d'une société démocratique. Et c'est pour ça que je parle de sécurité sociale minimale, et non maximale, mais au moins minimale et garantie, et qui me paraît aussi constituer une exigence minimale qu'une politique de gauche de lutte contre les inégalités devrait assurer. Encore que ce soit plus facile à dire qu'à faire, mais on pourrait peut-être aussi discuter éventuellement sur les conditions de sa réalisation. Si j'avais à définir économiquement, si vous voulez, le monde où nous vivons, ce qui me semble le point capital, c'est que la très grande majorité des capitaux utilisés en circulation n'ont plus de fonction économique. Non plus de fonction. Quand je dis fonction économique, je veux dire ce à quoi tout le monde pense, c'est-à-dire on a besoin de capitaux pour les investissements et pour le crédit, pour acheter une maison ou pour construire une usine ou faire une découverte. Or, aujourd'hui, on arrive à nommer des opérations qui débordent de très loin tout ce qui se fait dans les bourses et dans les banques. Ça se fait en partie dans les bourses, en partie dans les banques, mais ça se fait dans bien d'autres endroits, des fonds d'investissement, des hedge funds qui maintenant sont plutôt un peu en recul, mais il y en a d'autres qui remplacent, etc. Retenez ça. Nous avons aujourd'hui une utilisation des capitaux, c'est-à-dire des ressources fondamentales de l'économie. Nous avons des ressources en capitaux qui se développent, s'utilisent, gagnent de l'argent, font du profit en dehors de toute fonction économique. Je vois que je peux avoir un taux de rendement de 2,3 à un endroit, mais de 2,4 à un autre endroit. Ce n'est pas une énorme différence, mais s'il s'agit d'1 milliard ou de 100 milliards,
Ça commence à faire des différences appréciables. Puis je peux le faire toutes les 10 secondes, ou toutes les secondes. L'argent, pour l'essentiel, ne sert plus qu'à faire de l'argent. C'est-à-dire que ce que je viens de décrire, ce travail des banques, des centres d'investissement, des fonds d'investissement, des traders, etc., c'est vraiment du capital sans travail. Et par ailleurs, Cassel vient de nous le rappeler à tout à fait juste titre, vous avez comme problème majeur aujourd'hui le problème du non-travail, de l'exclusion ou de la précarité, si vous voulez viser plus large. Si l'objectif central et fondamental, c'est celui-là. Créer des acteurs, savoir, de par l'action des intellectuels, des militants d'associations, des syndicats, des partis, de tout ce que vous voudrez, quels doivent être les enjeux, les thèmes de débat et de proposition, en face de systèmes sans acteurs, que sont les systèmes financiers spéculatifs. Nous devons donner la priorité à la création d'acteurs. Et qui demande quoi? Qui demande que les gens soient acteurs. Le but des acteurs politiques, c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde puisse être le plus possible, dans le plus de circonstances possibles et dans la plus grande mesure possible, des acteurs. Il faut d'abord que nous ayons la capacité d'agir. Ceci commande tout. Et c'est notre impuissance politique au sens citoyenne, si vous voulez, qui aujourd'hui est notre faiblesse principale et qui a été créée, qui est entretenue et qui est augmentée très systématiquement et volontairement par les gens dont c'est l'intérêt qu'il n'y ait pas d'acteurs, parce qu'ils préfèrent l'argent sans acteurs que des acteurs contre l'argent. Créer, faire apparaître des acteurs, c'est la condition première pour pouvoir lutter contre les inégalités. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez que tout le mouvement qui comprend des associations multiples d'altermondialistes ne répondent pas au fait que, en tout cas pour eux, ils deviennent des acteurs sociaux qui semblent contrebalancer le capitalisme destructeur, quoi. L'altermondialisme, vous avez tout à fait raison, a été, c'est pas un hasard, ça a été le plus important, le plus massif des mouvements des 10 dernières années. Disons, le succès a été considérable. Parti de Belo Horizonte ou parti de Porto Alegre d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mouvement? Il s'est passé, disons pour aller vite, qu'il a été victime de son problème interne le plus important. Comment combiner des mouvements de base, sociaux, culturels, généralement locaux, avec une orientation politique générale altermondialiste. Or, en parlant de lutter contre le capitalisme mondial, etc., il donnait une priorité qui peut être parfaitement justifiée, mais il donnait une priorité à l'action globalisante politique. Et c'est ça qui fait que les altermondialistes, qui ont, je le répète, eu un effet de mobilisation énorme, plus grand que n'importe quelle autre organisation militante pendant cette décennie, qu'ils sont progressivement devenus plus
incapable de faire face à un système dominant. Peut-être juste un mot sur l'altermondialisme. On peut faire deux constats. D'une part, c'est vrai que la plupart des problèmes sociaux aujourd'hui ne peuvent pas être gérés dans un cadre national. C'est-à-dire que tout ce système de protection sociale a été monté dans ce que d'ailleurs Balibar et moi on avait appelé un État national social. C'est dans un cadre national, ou plutôt de certaines nations, que s'étaient construites ces régulations-là. Or, justement, premier constat, c'est plus possible. Enfin, en tout cas, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que avec justement la mondialisation justement des échanges, etc., l'État-nation n'est plus la base géographique suffisante pour contrôler ces processus. Et je crois que c'est le premier constat qu'on est obligé de faire. Mais le deuxième constat, c'est que effectivement, en tout cas, l'alternative à ça n'a pas encore été trouvée, quoi. Et autant, par exemple, l'altermondialisme, c'est, à mon avis, en tout cas, comme Antoine l'a dit, bon, quelque chose de très intéressant et, je dirais, de nécessaire, mais en même temps, en tout cas, dans l'état actuel des choses et du rapport de force à l'échelle mondiale, le poids est complètement déséquilibré. Si on faisait une espèce de bilan des institutions internationales, il me semble qu'il y a une institution internationale qui est le Bureau international du travail, le BIT, qui est effectivement soucieuse d'un certain nombre de problèmes que nous posions tout à l'heure en termes de cohésion sociale, de défense du travail décent, etc. Et c'est bien, mais au fond, le poids de cette instance par rapport, je ne sais pas, au FMI, à la Banque mondiale, etc., et je ne dirais pas négligeable, mais très, en tout cas très, très faible. À la fois, et c'est pour ça d'ailleurs un peu paradoxalement, je crois qu'il faut continuer à défendre l'État social national, parce que c'est encore là que se prennent l'essentiel des décisions politiques en matière sociale.